Bonjour. Pour la séance du 3 avril 2020 du séminaire théorique de la section clinique, je vais commenter aujourd'hui le terme eksistence, EK-sistence. L'orthographe est inhabituelle. Qui suis-je? Cette question touche au plus intime. Elle est souvent le moteur d'une démarche psychanalytique. Quelle réponse nous apporte à ce sujet le dernier enseignement de Lacan? Bien, Lacan décentre cette question, ce qui suis-je, en introduisant justement le terme existence, un néologisme emprunté à Heidegger. Exister n'est donc pas un verbe tout seul, un néologisme qui sortirait de nulle part. Il imprime une sorte de torsion au verbe exister qui, dans le sens commun, confère une consistance au sujet. Exister, dire j'existe, ça m'inscrit dans une réalité. Exister n'a pas tout à fait le même sens. Il est construit à partir du radical sister, dérivé du latin stare, qui signifie se tenir là. Le préfixe grec ek signifie au dehors, à l'extérieur. Nous entendons que le verbe ainsi constitué prend le sens de se tenir à l'extérieur. L'association du grec et du latin mérite d'être soulignée, puisque le préfixe latin ex a exactement le même sens que ek. L'orthographe eksistence est implicitement choisie par Lacan, me semble-t-il, dans le séminaire Les noms dupes R, et elle insiste dans le séminaire suivant, RSI. Pourquoi utiliser le préfixe grec plutôt que latin? Lacan ne s'en explique pas. Il y a même un doute sur la qualité des transcriptions qui varient. Néanmoins, que cela vienne de Lacan ou des transcripteurs, l'accent est mis sur l'étymologie du terme existence. Il nous invite à entendre un exil du sujet qui ne se tient pas là où il est supposé être. De plus, effet subjectif certes, l'utilisation du préfixe grec augmente les distances spatiales et temporelles, puisque la Grèce antique est plus éloignée à la fois dans le temps et spatialement que la Rome antique. Alors, l'existence, est-ce vraiment un emprunt à Heidegger? Et pourquoi Lacan fait-il cet emprunt en 1974, au moment précis où il se démarque clairement de lui? D'ailleurs, son désaveu s'entend dès 1971. Je le cite, « Le baratin philosophique, qui n'est pas rien, le baratin ça barate, il n'y a pas de mal. Donc le baratin philosophique a abouti à produire l'être là, qu'on traduit quelquefois en français plus modestement par la présence, que l'on y ajoute ou non vivante, enfin bref, ce qui pour les savants s'appelle le Dasein. Pas de baratin philosophique dont vous sentez bien qu'il ne remplit là que son office universitaire. Alors quel est cet office universitaire? Eh bien, la fonction du baratin philosophique, c'est de boucher le trou, lieu de la jouissance. Ce que Lacan nomme baratin philosophique, c'est une broderie qui masque le réel. La référence au Dasein renvoie sans aucun doute possible à Heidegger. Qu'est-ce qui peut susciter l'intérêt de Lacan alors? À la question « Qu'est-ce qui fait la permanence de l'être, son essence, quel que soit son âge, sa langue, ses coutumes, qu'est-ce qui fait qu'on reste un être à part entière ?» Heidegger répond à cette question
qu'il n'y a pas d'être déjà là, déjà constitué. Un exemple simple illustre son propos. Un stylo a une essence immuable. Il ne sera jamais qu'un stylo. L'homme n'a pas d'essence, pas de fixité d'être. Son être est au contraire à découvrir. En effet, inexorablement soumis à la temporalité, l'homme ne se saisit qu'hors de soi, d'où l'utilisation du préfixe ek. Il se saisit dans une projection vers l'avenir, un retour sur le passé, et puis la rencontre d'un présent toujours mouvant. Le Dasein, l'être là, est toujours éclaté dans ces trois dimensions du temps. L'homme a bien un autre rapport à l'être que le stylo. Il ne se contente pas d'avoir la conscience de son être, il existe. Heidegger ouvre ainsi le champ des possibles. Le terme d'existence dit ce qu'il nomme une guise d'être. De mon point de vue, c'est bien ce qui intéresse Lacan dans sa relecture de Heidegger. L'homme existe d'abord. Il se définit en fonction de ce qu'il veut être, de ce qu'il projette, de ce qu'il fait. Et non seulement cette perspective laisse toute sa place à la part singulière du désir propre à chacun, mais encore, elle ouvre à la responsabilité du sujet, voie d'entrée de la psychanalyse. L'existence donc selon Lacan. Eh bien, Lacan nous conduit d'un chemin qui va du vrai vers le réel. Effectivement, il va faire tout autre chose du néologisme existence. Certes, il n'y a pas d'être déjà là, mais en plus, il amène cette nouvelle idée que l'être n'est qu'un semblant, exactement comme tout ce qui a trait au symbolique. Je le cite. Cet être, on ne fait que le supposer à certains mots, individu par exemple, ou substance. Pour moi, dit-il, ce n'est qu'un fait de dit. Le semblant permet de faire croire qu'il y a quelque chose là où il n'y a pas. Certains semblants existent, certes, mais pas tous. Effectivement, il ne suffit pas de nommer pour que ça existe. Par exemple, je peux dire la licorne ou le chameau à 5 pattes. Mais mon dit ne garantit pas leur existence. Les dits peuvent prétendre à la vérité, ils n'en sont pas moins du côté du semblant. Et par exemple, si j'ajoute que le chameau à 5 pattes n'existe pas, vous pourriez aussitôt acquiescer. Mais rien ne nous dit que la nature déréglée n'a pas permis la naissance d'un chameau à 5 pattes. Ce contre-exemple laisse entendre le caractère de fiction du dit. C'est pourquoi l'analyse ne s'oriente pas des dits, elle n'est pas une quête du vrai. Alors, qu'est-ce qui existe? Comment le savoir? Comment le cerner si on ne peut pas se fier à la parole, aux mots qui désignent la chose? C'est la question que pose Lacan dans le séminaire 21, les non-dupes R, et plus précisément dans la leçon du 14 mai 1974. Je cite, qu'est-ce qui, à proprement parler, existe, n'existe dans toute pratique que ce qui fait fondement du dire. Voici introduite la distinction entre le dire, c'est-à-dire ce qui ouvre au-delà du sens, et le dit, soit les faits. Lacan opère cette distinction.
Le dire, lui, n'est pas de l'ordre de la vérité. Il relève d'une fonction autre que symbolique. Il a une fonction d'existence. Le dire dévoile le rapport du sujet à la jouissance une, cette jouissance qui se répète, qui ne cesse pas de s'écrire parce qu'elle est inscrite dans le corps. En d'autres termes, poser la question de l'existence permet de saisir ce qui décentre le sujet, le projette hors de soi, le met en quête de cette jouissance qui lui échappe, parce qu'au fond ce n'est jamais ça, jamais totalement satisfaisant. Cet appel à la jouissance est non seulement ce qui projette le sujet hors de soi, mais c'est aussi ce qui l'attrape aux autres, dans la réalisation du fantasme, de son fantasme. Bon, en résumé, ce qui existe, c'est la jouissance, et c'est elle qui fait que le sujet existe, puisqu'il a toujours à la rattraper. Il est toujours ailleurs que là où elle se loge. Alors, quel rapport, comment Lacan peut-il définir l'existence? Comment en rendre compte à partir du moment où on ne peut le faire avec des mots? C'est-à-dire comment rendre compte du rapport du sujet à la jouissance et au réel? Réponse de Lacan, le réel se trouve dans les embrouilles du vrai. Et, ajoute-t-il, c'est bien ça qui m'a amené à l'idée de nœud. Et oui, parce que le nœud permet d'extraire le réel des embrouilles du vrai. D'ailleurs, Lacan prend un exemple de cette embrouille. Il nous dit que le vrai est aspiré par l'image du trou corporel dont il est émis, à savoir la bouche, en tant qu'elle suce. Oui, la bouche, qui aspire à dire le vrai, ne peut pas être pensée sans son rapport à la pulsion orale, à la jouissance. Le vrai qu'on voudrait voir sortir de cette bouche n'accède jamais au trou dont il émerge, parce que ce trou du corps, qui est le lieu de la jouissance orale, eh bien ce trou neutralise le sens. Alors pour saisir cette notion de trou, on peut se rappeler très simplement que, pour Freud déjà, le sujet de l'inconscient se dévoile, se révèle en quelque sorte dans les trous de la chaîne signifiante. Non pas dans le mot qui est dit, mais dans celui qui échappe, dans l'oubli. Lacan a toujours entériné cela. Le sujet est ailleurs, ailleurs que là où le signifiant tente de l'épingler. Le sujet ne peut se saisir qu'à partir de cette existence. Ce qu'il qualifie, c'est sa jouissance. Alors, contre les embrouilles du sens, dans lesquelles on pourrait se noyer facilement, le nœud borroméen, représentation topologique de la subjectivité, permet une représentation de l'existence. Pardon. Disons plutôt, pour être au plus juste, que le nœud nous permet de localiser le trou d'où émerge, non pas le sujet, mais du sujet, quelque chose du sujet, par le biais de sa jouissance. J'insiste parce que la formule du sujet nous évite la tentation de penser le sujet comme une sorte d'unité constituée, fût-elle constituée de pure jouissance, une sorte d'unité qu'on pourrait saisir dans sa vérité. Donc, c'est à du sujet
à une part pulsionnelle et pulsatile que nous pouvons accéder. Lacan démontre que l'existence s'ordonne absolument à partir de ce trou qu'est le réel. Alors c'est quoi ce trou? En fait, c'est le réel qui fait trou dans le symbolique. Il ne peut se dire, ni être représenté par une idée. Il n'a pas non plus d'image spéculaire, le réel. Il ne se couple pas davantage à l'imaginaire. Non, il s'éprouve. Les ronds de ficelle qui constituent le nœud borroméen sont inarticulables. Ils introduisent un mode de tourne-autour, c'est ce que nous dit Lacan. C'est-à-dire que chaque rond existe à l'autre, et ça, c'est l'effet du réel. Donc chacun tourne autour de l'autre. L'imaginaire, en tournant autour du réel, lui donne une consistance, et le symbolique, lui, en tournant autour du réel, fait consister son trou. Et c'est pourquoi, en toute logique, le réel ne s'aborde que par ses entours. Alors, si on se représente ces trois ronds qui se tournent autour en permanence, on peut se demander comment tiennent ensemble ces trois registres indépendants, non hiérarchisés. Les derniers mots de RSI ouvrent cette piste. Pour que ça tienne ensemble, il faut que le trou soit cerné, coincé. La nomination permet ce serrage des trois ronds distincts, grâce à une quatrième consistance qui vient faire serrage autour du trou. Cette nomination, elle peut être produite par le nom du père, mais elle se décline de manière singulière au un, par le symptôme. Vous pouvez penser dans ce registre à l'homme au rat, à l'homme au loup, etc. Essayons maintenant de saisir quelles sont les incidences cliniques à ce que je vous ai amené. D'abord, le symptôme nomme le rapport du sujet au réel. Tant que ce symptôme n'est pas nommé, le sujet ne peut faire l'épreuve de l'existence que par la douleur d'exister. Et de fait, la conscience de l'existence se manifeste lorsque surgit ce qui fait bord au trou et le cerne. C'est que le symptôme nous fait bien sûr éprouver l'existence, le fait de n'être pas ce qu'on voudrait être, de ne pas faire ce qu'on voudrait faire, etc. Lacan développe cela dans RSI à l'aide du nœud borroméen. Je vais vous montrer à l'écran un schéma que vous pourrez trouver dans la revue de la cause freudienne numéro 79 à la page 269. Alors, voici. Sur le schéma, vous repérez ce qui est inscrit au centre du rond que Lacan nomme le réel, est inscrite la vie. La vie est du côté du réel. L'angoisse et le symptôme, qui sont représentés par des lunules, touchent au trou, qui est figuré par le nouage, dans le cercle du réel. Là, vous le voyez, où se loge l'objet A. Donc, il faudrait que vous repériez l'existence qui est en bas du schéma. C'est une ligne qui longe une partie du cercle R, le cercle du réel. Elle mord sur le symbolique, si vous suivez sa trajectoire, et elle empiète
sur l'imaginaire, sur le corps. On voit comment on n'y accède que dans les entours du réel. Vous voyez bien, puisque c'est cette ligne d'existence. J'attire votre attention également sur l'affect d'angoisse, représenté par la lunule mauve, qui se trouve à la jonction de l'imaginaire et du réel, et qui affecte largement le corps. Cela va de soi, l'affect d'angoisse est un affect qui s'éprouve dans le corps. Le symptôme, représenté lui par la lunule verte, est à la jonction du symbolique et du réel. Il est l'effet du symbolique qui tente de donner un sens au réel. Au-delà de ce schéma, en ce qui concerne l'angoisse, Jacques-Alain Miller nous éclaire, nous apporte une précision supplémentaire. Disons que dans l'angoisse, l'homme fait l'expérience paradoxale de son existence. Mais on peut très bien écrire ça à la mode de Lacan, il fait l'expérience de son existence. C'est par là que le sujet éprouve sa différence d'avec tous les objets de son expérience et d'avec tout ce qui est. C'est un affect vraiment spécifique à l'homme. Vous l'entendez, si désagréables soient symptômes et angoisses, ils font signe du nouage. Alors certes, dans la névrose, le nœud peut devenir lâche, la superposition des cercles peut être mouvante. Mais qu'en est-il de l'épreuve d'existence lorsque le nœud se défait? Le cas que je vais évoquer en témoigne. C'est un cas qui a été utilisé par Georges Bataille dans un essai. Cet essai s'intitule « La mutilation sacrificielle et l'oreille coupée de Van Gogh ». C'est un cas qui a été observé par 3 psychiatres, dont les noms sont Claude Borel et Robin. Et c'est l'histoire donc de Gaston F, que j'appellerai Gaston pour plus de facilité. Gaston se promène un matin dans Paris au mois de décembre 1923. Il se met à fixer le soleil et, je le cite, « recevant de ses rayons l'ordre impératif de s'arracher un doigt, sans hésiter, sans ressentir aucune douleur, il saisit entre ses dents son index gauche. Il s'arrache ainsi le doigt et tente d'échapper aux forces de l'ordre avant d'être interné. Le sans-douleur du passage à l'acte fait signe d'un dénouage borroméen. Tout se passe comme si son corps ne lui appartenait pas. Une fois arrêté, il se montre souriant, se dit satisfait de son acte, qu'il ne regrette absolument pas. Malgré cet acte démentiel, c'est la manière dont les psychiatres nomment l'acte, malgré cet acte démentiel, les psychiatres relèvent que ces propos sont cohérents, que l'acte a été commis en toute conscience. Alors, c'est étonnant, il est très étonnant cet acte, d'autant plus étonnant que Gaston a eu une vie très ordinaire. Aucun incident n'est à relever pendant sa scolarité. Il fait son service militaire sans aucun problème. Il est simplement réformé en 1915 pour une suspicion de tuberculose. Sa réforme est un détail qui a sa place dans ce qui lui est arrivé ce jour de décembre 1923. Il entre dans la vie active en dessinant des broderies et il en fait commerce sur les marchés. Au fond, il oscillera toujours entre ces deux voies.
être dessinateur et peintre, ou être forain et vendre ses broderies. Une seule clocherie est relevée par son frère, qui dit: il n'a pas la notion du temps. Il a toujours manqué du pouvoir de se réaliser. Cette clocherie est attribuée plus ou moins à sa timidité, à son côté rêveur. Or Gaston, lui, a une autre idée de la cause de son acte. Le fond de ses ennuis, dit-il, est une chose sexuelle, une chose ratée. Il a été l'amant d'une femme mariée, peintre comme lui. Il regrettait alors de ne pouvoir subvenir à ses besoins pour lui proposer de quitter son mari et de ne pas pouvoir non plus avoir d'enfant avec elle parce qu'elle avait été hystérectomisée. Pourtant, tout va bien pour lui à cette époque, jusqu'à ce qu'il la perde de vue. Elle ne donne plus de nouvelles. C'est alors que tout bascule pour lui. Voici comment il le dit. Il me manquait la conscience de la réalité. Je sentais du flou en moi. Il veut alors prendre conscience et se réveiller. Il se retire, s'enferme chez lui, afin, dit-il, de se chercher par lui-même, de s'individualiser pour acquérir sa personnalité, pour donner une charpente, une forme à des choses vagues, qu'il ne parviendra pas à préciser. Le fait qu'il s'isole, nous dirions aujourd'hui qu'il s'agit d'un débranchement. Il s'isole au prétexte de, enfin, en justifiant cet isolement par rapport à son désir de reprendre pied dans son existence. Et cette expérience du flou, de la vacuité, c'est la manière dont, au fond, il fait l'épreuve de l'existence. Une épreuve qui le confronte au défaut d'étayage symbolique et au défaut d'étayage imaginaire en l'occurrence. Il a perdu toute inspiration, ne peut plus peindre. Il songe alors à ce qu'il nomme un suicide utile, sans vouloir mourir pour autant, car il précise que quand on se jette à l'eau, au moment de mourir, on se ressaisit, on lutte. Que nous dit-il ainsi? Sinon que, à encourir le risque de perdre la vie, cela lui permettrait de se sentir vivant, de se sentir exister. Que s'est-il passé dans les jours qui ont précédé son passage à l'acte? D'abord, il sent peser sur lui ce reproche: n'avoir pas été blessé pendant la guerre comme tant d'autres. Par ailleurs, il a lu dans un journal que le mari de son ex-maîtresse a été blessé dans un accident de tramway. C'est une dizaine de jours, je crois, avant le passage à l'acte. En quête du sens de son existence, il voudrait retrouver son inspiration pour se remettre à peindre. C'est ce qui l'agite dans cette période-là. Le matin où il part arpenter les rues, il a cette idée en tête. Feignant, fais quelque chose, sors de cet état. Il prend alors, selon son témoignage, l'avis du soleil, c'est-à-dire qu'il quête un sens pour se réapproprier sa vie qui a été vidée de sens. Devinant l'assentiment du soleil, il s'arrache le doigt et dit: ça ne me paraissait pas énorme, après avoir eu l'idée du suicide, de m'enlever un doigt. Effectivement, ça semble beaucoup moins terrifiant si on le met sur ce plan-là. L'acte procède donc de la même logique
que l'idée du suicide. Il s'agit pour lui de retrouver l'éprouvé de son existence, de mettre un terme à l'épreuve de l'existence, de tenter de boucher la faille qui l'exile de son propre corps. Gaston ne s'y trompe pas. La cause de son exil, social, subjectif et corporel, qui nous renvoie d'ailleurs aux 3 externalités développées par Jacques-Alain Miller lorsqu'il évoque la psychose ordinaire, bien que nous ne soyons pas du tout dans un cas de psychose ordinaire là. Donc la cause de cet exil tient bien à la rupture avec sa maîtresse. Cependant, les coordonnées du passage à l'acte ne découlent pas directement, comme il le dit, du ratage sexuel et de l'insatisfaction qu'il relève. Cette insatisfaction que je vous rappelle, c'est de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et de ne pas pouvoir avoir d'enfant avec elle. En effet, l'acte ne survient que quelques années après l'avoir perdu de vue. La plainte insistante de Gaston, c'est qu'avec elle, il a perdu son inspiration. N'oublions pas qu'elle était peintre, comme lui. On peut alors supposer que son inspiration relevait d'un branchement sur le désir de l'autre, et c'est à ce branchement que tenait son sentiment d'exister en tant que peintre, puisque ensuite, après la rupture, il retourne à la vente de broderie, avant de s'isoler. Quelque chose de l'ordre du sacrifice, c'est son mot, se surajoute à ses coordonnées. Pour être partenaire de l'autre, il faut avoir été blessé. Il ne l'a été ni à la guerre. Le souvenir lui en revient vraiment peu de temps avant qu'il ne s'arrache le doigt. Et il suppose qu'on pourrait le lui reprocher de n'avoir pas été blessé à la guerre. Donc il n'a été blessé ni à la guerre, ni pendant sa relation avec elle, comme son mari vient de l'être. Dans cet instant de flou qu'il traverse, l'autre, qui s'incarne alors du soleil, le veut blesser dans son corps. C'est ce qui va lui donner le sentiment d'exister, se faire l'objet de la jouissance de l'autre, et emprunter en même temps quelque chose de la figure de Van Gogh, dont il connaît très bien l'histoire de l'oreille tranchée. La passivation dont il fera preuve lors de son internement localise sa propre jouissance. C'est le désir de l'autre qui l'arrime à son existence. Il dira au psychiatre, qui l'interroge sur son désir pour la suite, « Si vous voulez me faire sortir, faites comme vous voudrez, je me laisse faire. » Voici donc ce que peut donner l'épreuve de l'existence dans son extrême éprouvé dans un cas de psychose. Au revoir.